J'ai longtemps pensé que tout intellectuel qui se respecte devait en venir à une conclusion, une vision athée de l'univers dans lequel on vit. Et c'est une position assez prédominante dans les cercles académiques, scientifiques et philosophiques. Mais en 2004, coup de théâtre, un des leurs, un éminent philosophe athée du nom de Anthony Flew, jette un pavé dans la mort quand il décide de changer de camp et de passer du camp des athées au camp des théistes. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Daniel Capitano, qui est membre du ministère Harmonie, Sciences et Foi, et il va nous présenter sa conférence intitulée « Comment est devenu théiste le philosophe athée le plus influent du 20e siècle ». Alors, bougez pas, on revient tout de suite pour une nouvelle émission de Sans détour. Explique-nous, c'est ce que tu vas faire. Ouais. Qui est Anthony Flew? C'était un rockstar de la philosophie. On pourrait dire de lui qu'il a créé une nouvelle panoplie d'armements contre les conceptions théistes. Il allait vraiment dans les détails intimes des concepts pour tout démontrer, tout déconstruire. Paradoxalement, sa passion pour aller au fond des choses, ce qu'il a sorti de l'athéisme. Ça, on va voir. Alors bonjour tout le monde, encore un plaisir de vous avoir avec nous sur la chaîne Vers Jésus. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on est encore en compagnie de Sébastien Roy-Lavallée, de Marc Vicuna et également de Daniel Capitano qui va être notre conférencier privé ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que Daniel, je t'ai rencontré lors de d'une des conférences que tu as données. Tu es conférencier. Puis, j'avais assisté à cette conférence, justement, que tu vas nous faire ce soir. C'est la première fois que je te rencontrais. J'avais vraiment beaucoup apprécié l'information. Et puis, je suis ravi qu'on puisse la faire découvrir maintenant aux gens sur notre chaîne. Merci, Daniel. Non, ben, c'est réciproquement. Moi aussi, je te remercie pour m'avoir invité. C'est vraiment un privilège de m'adresser à vous, présents ici, et, par l'entremise de votre canal sur YouTube, à ceux qui sont peut-être intéressés sur des affaires qui concernent les bases, les concepts de base de la science, de la philosophie, ainsi de suite. Oui, c'est des questions qu'on se pose, puis je pense qu'il y a un intérêt marqué pour justement cette étude-là. Puis c'est d'ailleurs un peu le rôle que tu as dans le groupe Harmonie, Sciences et Foi, Oui. Cette étude, l'étude des concepts, des idées, ce qui touche à la fois science, théologie et philosophie. Oui. Donc, vous savez, quand vous allez à la chasse, vous prenez toujours un bon chien qui est capable de prendre la trace, pas seulement par l'œil, mais surtout par l'odeur. Donc, moi, j'ai une espèce d'odorat là, pour renifler de loin les concepts. Hein. Mon travail, c'est de voir où est-ce que ça s'en va. Okay? Puis, qu'est-ce qu'il y a à la base, de quoi est fabriqué un concept. Parce que, veut pas, quand on dit qu'on fait de la science, on pense qu'on fait juste des affaires de laboratoire. Mais la réalité, c'est que derrière tout ça, il y a une interprétation des données qui est sujet à un modèle de pensée, à une conception initiale, à des a priori. Et ça, on quitte un peu les appareils des laboratoires, puis on se rapproche plus des instruments qui tiennent de la philosophie, oui, du raisonnement. Alors, on pense à tort que les scientifiques se sont trop égarés de la philosophie. Longtemps, on a nommé la science la philosophie naturelle. Elle garde toujours une partie des raisonnements, quoique ces méthodes sont un peu différentes de la philosophie, mais à la base, ce sont les raisonnements qui donnent la direction des recherches. Ce sont les a priori philosophiques des gens. Et des fois, ça nous aide, des fois, ça nous embête. Puis, juste avant que tu puisses justement commencer dans la présentation de Anthony Flew et de ce qui l'a mené vers le théisme, je rappelle aux gens Marc Vicuna qui est avec nous pour réagir à la présentation également. Merci encore d'être là. Merci. C'est pour ceux qui peut-être ne l'ont pas vu, Marc a fait une présentation sur notre chaîne YouTube qu'on vous invite à aller visionner. Les informations sont dans la description. Présentation que tu avais faite sur la preuve. Peux-tu nous rappeler le titre de la présentation? Preuve statistique de la conception intelligente, du dessin intelligent. Donc, preuve statistique du dessin intelligent, allez voir ça. Et encore comme auditeur libre, comme moi,
Ben, on a Sébastien Roy-Lavallée, merci d'être là. Moi, ça me fait plaisir d'être ici. Ça me replonge dans quand j'étais ado puis que j'avais ces discussions-là philosophiques avec mes amis. On vient de où? On va où? C'est-tu l'évolution? C'est-tu Dieu? Donc, je suis vraiment content de participer à cette rencontre. Un bon moment en perspective. Et puis, Daniel, je te lance avec une question. Ouais. Ça a vraiment fait du bruit, là, cet événement, quand ça s'est produit. Ouais. Qui est Anthony Flew? Puis, explique-nous, c'est ce que tu vas faire. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de camp? On va y venir. Oui, non, je ne veux pas trop voler les punchs. Non, c'est vrai, ok. c'est vrai. On va juste dire que c'était un rockstar de la philosophie. Ses travaux ont beaucoup justifié les positions athées, au point qu'on pourrait dire de lui qu'il a créé une nouvelle panoplie d'armements contre les conceptions théistes. C'était une des plus structurées probablement à travers les siècles contre la notion de Dieu. Donc c'est une espèce de géant du point de vue de l'athéisme, parce qu'il ne jouait pas nécessairement dans des affaires superflues. Il allait vraiment dans les détails intimes des concepts pour tout démontrer, tout déconstruire, pour montrer aux gens à quel point il n'y a même pas de bases conceptuelles pour la notion du théisme. Il était une référence, là. Il était une référence, puis paradoxalement, sa passion pour aller au fond des choses, ce qu'il a sorti de l'athéisme. Ça, on va voir. Super. On est ton auditoire, Oui. on est privilégié, on t'écoute. Merci beaucoup. Alors, regardez, tout d'abord, j'aimerais avoir une introduction très, très brève. Pour quelle raison est-ce qu'on s'intéresse du point de vue philosophique à la science, hein? Pourquoi est-il nécessaire? Je vais vous donner un bref aperçu pour vous lancer. C'est comme un défi, hein? Donc, on prend un exemple de la philosophie du Moyen-Âge. Une philosophie dont on ne tient plus compte aujourd'hui, mais si on fait une application, ça sera vraiment drôle. Donc, les affirmations appartiennent à un philosophe qui longtemps était la tête d'affiche du monde académique catholique. Il s'appelle Thomas d'Aquin. Alors, lui, il fait une affirmation qui est une référence encore un peu aujourd'hui dans la philosophie qu'on appelle la philosophie thomiste. Alors, il dit, entre autres, ça c'est la deuxième voie, de la démonstration qu'un Dieu est nécessaire. Il dit parce que rien ne pourrait être la cause de soi-même puisqu'il aurait dû exister avant même d'exister. Alors, pour que le chocolat se fabrique lui-même, il faut que le chocolat existe avant que le chocolat existe, ce qui est un non-sens. Non, c'est ça, exactement. OK. Donc, si on applique cet argument à l'origine de la matière, parce qu'on plonge tout de suite dans la question ontologique, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ontologique? La question d'origine, la question d'existence. Dans la philosophie, on ne parle pas de fonctionnement, on parle de l'existence ou l'inexistence des choses. D'où est-ce que ça vient? Alors, ce sont les questions les plus légitimes et la science n'est fait que nous donner des pistes qui sont logiquement légitimes, mais la job est faite entièrement par la philosophie. Donc, on applique ce principe à l'origine de la matière, puis on conclut ceci. Pour que la matière soit une cause pour elle-même, ça veut dire que la matière se fabrique elle-même, elle aurait dû exister déjà avant même d'exister, ce qui est absurde. Voyez-vous? Donc, avant de parler de la matière et du fait que, voilà, elle est jaillie de nulle part, il y a des problèmes au niveau philosophique à surmonter avant toute chose pour que la science puisse faire des affirmations qui sont basées sur quelque chose. Donc, on a longtemps évité cet argument en disant « la matière est éternelle ». Et parce qu'on a parlé du coup de théâtre, un des coups de théâtre, c'est que l'univers ne peut pas être éternel. Et c'est à ce moment-là que l'argument est retombé sur ses quatre pattes comme un chat. On est revenu au point de départ. Parce qu'on n'a pas toujours cru que l'univers a eu un commencement. On remonte à un certain temps maintenant, on croyait que l'univers avait été éternel. Voilà.
Et pour cette raison, on s'attend que la matière soit produite par un agent qui est en dehors de la matière, ça veut dire non matériel. Donc on s'attend que cet agent qui produit l'univers soit transcendant, on peut l'univers, donc c'est un agent transcendant à la matière. C'est pour cette raison que on s'attend que ce qui a produit l'univers n'est pas nécessairement quelque chose qui pourrait être encadré dans les critères connus par nous-mêmes, temps, espace, énergie, matière, loi qui régit tout ça. C'est que pour que cela existe, quelque chose avant leur existence doit les justifier. Quelque chose les a mis en fonction. Autrement, juste penser que les choses arrivent tout simplement par hasard, ça devient de la pensée magique. On aimerait fuir de ça. Puis c'est notre position en tant que croyant, finalement, que cette... Oui, il y a une concordance. Ici, on retrouve un terrain commun avec notre foi. Bon, pour nous, c'est facile à voir cet argument comme étant une qui soutient un peu, qui réconforte un peu notre foi. La foi n'a pas besoin des arguments toujours, mais les arguments réconfortent ceux qui sont dans la foi. Ils pourront donner une certaine légitimité académique à certains gens qui sont sensibles à ce genre de propos. Mais finalement, on va voir tout de suite que tous doivent faire un choix par la foi. Tous, finalement, doivent faire leur choix, choisir leur a priori pour commencer à aller sur leur piste, chacun à son chemin. Donc, on n'est pas ici pour forcer de manière intellectuelle l'argument, d'imposer, passer à travers la gorge. On est en train de réfléchir, voir les bases de chaque vision du monde, mais laisser le choix aux gens qui leur appartiennent de manière légitime. Donc notre rôle, ce n'est pas de vendre la salade, c'est de la exposer. Okay, donc si on revient à cette preuve, juste, on parle de la matière doit avoir une source, et cette source ne peut pas être la matière elle-même. C'est cet argument. Je tiens quand même à mentionner qu'il y a des théories présentes qui formulent une idée selon laquelle l'énergie pourrait être la source de la matière, comme la division de photons en antimatière et matière. Je pense que cet argument-là pousse un peu plus loin, tu peux me corriger. Oui, il existe plusieurs choses, sauf que cela engendre des questions qui ont trait à une de nos discussions qu'on a eues par rapport à l'infini. Donc, pour que l'infini existe dans notre monde, il faut justifier ça. Comment est-ce qu'on fait pour justifier une quantité limitée, son existence à travers un temps infini? Surtout quand on parle d'énergie, elle a un drôle de capacité de se dissiper. Alors, c'est sûr qu'on est un peu à la recherche de raisonnements pour que cette énergie soit recyclée en perpétuité. Donc, on doit concevoir l'univers du point de vue énergétique comme une espèce de thermos super étanche qui recycle à perpétuer cette énergie qui, à son tour, elle va engendrer la matière sous la forme de Big Bang ou whatever. Ça reste à prouver. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, on doit tout d'abord justifier l'existence de l'énergie depuis le début. S'il n'y a pas de début, l'existence de cette série infinie de manifestations de l'énergie, elle doit avoir une justification. Donc, peu importe la manière qu'on va choisir, on doit trouver une justification. Et si on dit non, on n'a pas besoin de justification parce que les choses éternelles ne sont pas justifiées, on pourrait dire prouvez-nous que c'est éternel. Jusqu'à date, tout ce qu'on a, c'est que les choses ont un commencement absolu.
ce qui a fait en sorte que les gens ont commencé à revenir sur le théisme. Maintenant, tu parlais d'une tuile qui a tombé sur la tête de la grosse Le 9 décembre 2004. Oui, le 9 décembre 2004, c'est une tuile qui s'est abattue sur le camp athée. On ne s'attendait pas nécessairement à ça. On avait des rumeurs, mais pas autant que ça. Pour quelle raison? Parce que monsieur âgé, qui était vraiment bien respecté, qui avait l'air bien, donc fait une affirmation qui a poussé le monde à dessiner des caricatures ridicules. Pourtant, il était un monsieur très bien, gagnant des prix qu'on va décerner à des intellectuels de haut niveau. Puis on se demande pour quelle raison, qu'est-ce qu'il a fait d'abord. C'est aussi simple que ça. Il s'est déclaré théiste. Il va dire que désormais il croit plus ou moins dans un Dieu, pas nécessairement celui de la Bible, mais quand même un Dieu. Tu sais. Puis cela a fait une montée de lait dans le camp des croyants antithéistes, dans la grosse église de l'antithéisme, où les gens ont dit mais il a perdu la raison. Ce changement est dû au fait qu'il est trop avancé dans l'âge, parce que ça se fait pas. Alors, Antony Flew, il a dû prendre quelques positions et il a fini par coécrire un livre pour expliquer quoi? Ben, on va voir qu'est-ce qu'il va expliquer parce que tout d'abord, on doit conclure qu'il s'agit d'un philosophe de haute taille qui a écrit plus qu'une trentaine d'œuvres professionnelles, donc on s'en sert aujourd'hui pour des différentes disciplines. On va voir même dans la législation, on s'en sert un peu de ces concepts. Alors, c'est quelqu'un qui a élaboré, donc on lui attribue une philosophie athée qui a été la plus systématique à travers l'histoire de la philosophie athée. Et c'est quelqu'un qui a développé des armes des nouvelles générations contre le théisme. Dans le fond, il a complètement dessiné un nouveau cadre de débat athéisme versus théisme. C'est quelqu'un qui a mené l'agenda de l'athéisme. On s'y fiait beaucoup à lui. C'était un monsieur très sympathique qui gagnait le respect de tout le monde, des théistes inclusivement, par sa tenue. Alors, le problème, c'est qu'on a toujours cru que le camp des théistes manque de classes et de cultures. Des fois, c'était vrai, peut-être vrai. Puis, qu'est-ce qui arrive au moment quand quelqu'un de la taille d'Antony Flew fait défection? C'est que cet argument se tourne contre eux. Ça veut dire que, voilà, c'est pas vrai que toutes les gens de haut calibre sont nécessairement athées. On ne peut plus se targuer d'être l'élite, et puis que de l'autre côté, eux autres, c'est des gens qui sont moins intelligents, moins réfléchis, tout ça, parce que là, celui-même qui a peut-être inspiré un bon nombre des travaux de ceux qui sont dans le camp des athées, se retrouve à avoir la personne qui les a peut-être amenés à peut-être avoir une croyance dans l'athéisme, devenir théiste. Là, cet argument-là a tombé. OK, mais c'était tout d'abord impensable. Moi, j'ai souvent utilisé une comparaison que j'ai reçue du journalisme. Imaginez que le pape devienne un musulman. C'est sûr que dans ce genre de monde, il y a plusieurs papes, il y a plusieurs patriarches, mais imaginez qu'un devient musulman, c'était ça le choc des fidèles. Alors, on a eu des expressions de frustration extrêmes sur l'Internet par rapport à ça. Je pense qu'il ne méritait pas et que personne ne mérite. Finalement, ce que quelqu'un croit, ça lui appartient. Le problème, c'est que ce qu'il croyait, c'était devenu une icône de plusieurs personnes. Alors, sa défection a déçu beaucoup de gens. Okay? Donc, on parle des émotions.
les gens l'ont accusé de perte d'autonomie intellectuelle, du fait que tout d'un coup, il a changé d'idée. Puis ça, on va voir à quel point cela est vrai. Si jamais ce changement d'idée est une chose nouvelle, et ça pourrait être justifié par la perte d'autonomie. Puis c'est ce qui est intéressant avec sur ce qui s'en vient dans ta présentation, parce qu'on va regarder ce qui a amené Anthony Flew à changer d'opinion. Puis parce que à la base, cet argument-là n'est pas farfelu. On a vu des gens en fin de vie changer leur testament, puis peut-être parce qu'ils commençaient à perdre un peu la raison, puis on a essayé de profiter d'eux autres. Fait que l'argument en soi n'est pas farfelu, mais est-ce que c'était le cas? Bon, alors, ceux qui affirmaient ça ont pris comme argument, par exemple, que le livre qu'il a coécrit à la fin porte les marques du stylisme américain. Parce qu'on voyait là-bas son co-auteur qui était des cultures américaines. C'est normal que cela est ressorti. Mais Anthony Flew, il a dû faire une correction devant les caméras pour leur expliquer que son âge avancé fait en sorte qu'il a confié l'expression de ses idées à quelqu'un qui s'exprime de manière à l'américaine. Mais toutes les idées lui appartiennent. Et la deuxième chose, c'était plus sophistiqué de répondre s'il a changé d'idée de manière brusque et unique. Ou bien il a toujours fait ça. Bon, ce livre, c'est ce dont on parle. Donc, il a un co-auteur, Roy Abraham Varghese, qui est d'origine indienne, un gars qui a fait fortune dans la technologie d'information, mais qui a une passion, comme moi, pour les concepts, surtout ceux qui concernent nos origines, pour les aspects qui touchent à la philosophie et dans la zone de confluence de la philosophie avec la science. Ces œuvres sont des cas chefs d'œuvre qui ont reçu un bon accueil de tous les côtés du spectre de pensée, parce que ça ouvre des débats. Alors, quand Anthony Flew a choisi M. Varghese, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'était quelqu'un qui représente bien le camp théiste. Okay? Dans cet ouvrage, il va exposer les raisons qui l'ont conduit à l'athéisme au moment qu'il était petit. Ça présente l'activité en tant que représentant le plus prolifique de la philosophie athée, comment il a fait de carrière, comment il est devenu un superstar. Alors, et puis vers la fin de la carrière, quelles sont les raisons qui l'ont conduit vers la foi de son père, hein? Quelques petits mots à propos de lui, né en 1923, dans une famille méthodiste. Son père est professeur du Nouveau Testament au collège de Cambridge. Son père aussi, il a été délégué de l'Église méthodiste pendant plusieurs mandats. Et pour un seul mandat, par exemple, il a été le président de l'Église méthodiste. Donc, Anthony Flew, il était tombé en marmite. Hein. Il est né dans dans le creuset de la foi. C'est ça. On ne parle pas de n'importe qui, c'est un monsieur professeur, une figure distinguée, respectée dans le monde méthodiste. Donc, ce qu'il va faire à partir de 1936, il va suivre les cours de l'école secondaire méthodiste Kingswood, sans avoir trop de l'appétit pour des affaires religieuses, selon son témoignage. Mais il avait beaucoup d'appétit pour la littérature de toutes sortes, que ce soit politique, scientifique, historique, en tout cas de toutes sortes. Il aimait ça. Probablement, il tirait ça de son père. Il a baigné dans une atmosphère intellectuelle, penché vers l'étude, penché vers la fascination de comprendre comment les choses fonctionnent, quelles sont les bases des choses. Donc,
Ce qui a fait tourner le dos Antoni Flew à l'idée du théisme, c'est la répugnance provoquée par la montée du nazisme, ce qui l'a conduit à l'idée qu'un Dieu plein de grâce et d'amour n'est pas en charge du destin de l'humanité, telle que c'est la thèse principale du théisme, quoiqu'il existe plusieurs. Mais c'était la plus en vogue. Et il dit, ça ne matche pas avec la réalité, ça ne concorde pas avec ce qu'on voit. Donc, parce que si Dieu est plein de grâce et d'amour envers les destinées humaines, de telles affaires ne peuvent pas arriver. Puis là, on parle des atrocités. Hein. Mais lui, il était, juste pour dire, ce qu'il a vu, ce que lui, il voyait, c'était le fait que les Juifs étaient bannis d'accéder dans une librairie. Non? Il a vu ça. Oui. Puis pour lui, c'était l'impensable. Non, c'était dans une bibliothèque. Donc, dans la librairie, on achète, n'est-ce pas? Mais dans une bibliothèque, c'est une bibliothèque publique, les gens ont payé avec leurs contributions. Pour quelle raison on le défend le droit pour quelle raison on va les bannir leur droit d'accès? Pour lui, c'était impensable. Il n'a jamais eu conscience des vraies atrocités qui vont se perpétrer ensuite, donc, parce que le programme n'était pas encore enclenché. By the way, même quand il a été enclenché, les Anglais avaient de la misère à croire ça. Franchement, ils n'ont pas cru les témoignages de quelques rescapés qui arrivaient sur le territoire britannique. Leurs témoignages n'étaient pas pris au sérieux, ils sont trop traumatisés. Mais ils les maltraitent, les nazis. Pour lui, c'était impensable ce qu'on fait à des êtres humains. On peut se reconnaître nous-mêmes là-dedans aussi. On peut penser à toutes sortes d'événements, que ce soit le nazisme, que ce soit le crash boursier. Dans ces genres d'événements extrêmement critiques dans l'histoire, il y a toujours des changements de foi. Et on ne peut pas vraiment s'accuser d'aller d'un bord ou de l'autre dans ce genre de situation. Il faut prendre des décisions critiques. Oui, c'est un argument populaire. Hein, j'entends souvent ça, ouais, mais pourquoi d'abord qu'il y a des gens qui meurent de faim si Dieu existe? Mm-hmm. Ça revient un peu à la façon de penser qui est exprimée. Tout à fait. Donc, on voyait une dissonance entre une affirmation et la réalité. Alors, cette dissonance, ce manque de concordance, de cohérence entre deux choses, a dit ça ne se peut pas. Il ne peut pas y avoir un Dieu bienveillant, omnipotent, qui a créé finalement la Terre. Donc ça, c'est juste les mythes de l'Antiquité qui ont survécu, qui ont pris de diverses formes à travers les cultures. Voilà, on est sujet de ça, mais il ne faut pas nécessairement croire comme au Père Noël, voilà, voyons. T'sais. Alors, il a même commencé à porter des discussions, essayant de convaincre ses amis du bien fondé de sa nouvelle foi. T'sais. Ça veut dire que... il faisait l'évangélisation inversée. Oui, en quelque sorte. C'était une espèce de nouveau type de missionnarisme des nouvelles générations où il va avoir une théologie négationniste, un Dieu omnipotent, parfaitement bon et incompatible avec les manifestations du mal de ce monde. Ça ne se peut pas. Donc, soit il est omnipotent et parfaitement bon, puis on n'a pas des affaires de même, ou bien il n'est pas omnipotent et il n'est pas encore pire, il n'est pas parfaitement bon. Alors, lui, il va tirer des conclusions vers la fin de sa vie, après avoir passé par la maturité de la pensée, en disant que ses arguments n'avaient pas de base très bien ancrées ce n'était pas tout à fait adéquat. Parce que le problème du mal n'est pas une preuve décisive de l'inexistence de Dieu, que ce soit bon, tout-puissant ou non. Ça ne veut pas dire que si vous avez un bon président, les choses ne peuvent pas aller mal dans un pays où il est président. Ça, ce n'est pas une preuve.
Et deuxième chose, c'est que si on a, nous en tant qu'êtres, si on est des agents autonomes, on a le libre arbitre, on peut choisir de tourner le dos et d'évacuer la présence d'un tel Dieu de notre existence, de tel que les choses qui arrivent ensuite ne sont pas des bons augures pour nous autres. Ce qui pourrait justifier l'absence de Dieu de manière physique, on ne le voit pas. Mais peut-être qu'on n'a jamais voulu de lui, alors il nous a respecté notre choix. Donc il existe plusieurs explications logiques, on n'a pas nécessairement à embarquer directement dans l'idée de l'inexistence juste avec ces arguments. Ouais. Ça prend plus autour de la chair. Alors, les mérites de l'école méthodiste, et j'aime bien le mot méthodiste parce que ça prend une méthode, et donc l'école va lui instiller l'amour pour l'exégèse rigoureuse et critique des textes. Donc il va être toujours sensible à ce genre d'aspects. Pour lui, aller au fond des choses de la manière la plus rigoureuse à la Cambridge, c'était une des marques qui a fait d'Anthony Flew, Anthony Flew. Alors, ce qu'il va faire, il va cacher ses opinions politiques jusqu'à l'âge de 21 ans. Et je vous dis, ça a été longtemps, cette statut d'agent double dans sa famille. Ça a été quand même des bonnes années. Alors, voilà, il va être admis à l'université pendant la période de pleine guerre. Comme la guerre était en plein déroulement, il va être tout de suite incorporé dans l'escadron aérien d'Oxford. On regarde ses aptitudes, puis on l'envoie tout de suite apprendre le japonais. Pour quelle raison? Anthony va servir comme traducteur des messages de l'armée japonaise, donc ces messages étaient interceptés et décryptés par les services secrets de l'armée britannique. Donc, on se servait de ses capacités dans le domaine de l'intelligence, de l'intelligence service, dans le service secret, qui a été l'élément qui a fait en sorte que les Alliés ont gagné contre des Alliés qui étaient bien organisés et déterminés. Il a appris quelque chose à la fin de la guerre, c'est l'importance de bien écouter et surtout de bien comprendre les messages de l'ennemi. Il est important ça. Alors, il retourne sur les bancs de l'université à Oxford en 1947. Et là, il va baigner dans la littérature grecque antique, où des ex-agences de liaison avec la force de résistance grecque seront sélecteurs des cours, de ces cours de l'université. Et leur présence va lui donner, instiller ce romantisme qui est donné par la force de la connaissance exacte dans un contexte de confrontation. Connaître exactement les positions de ses adversaires, c'est vraiment quelque chose qui a de l'allure de l'ancien épopée grecque, des confrontations. Ça a l'air de quelque chose vraiment masculin. C'est quelque chose de romantique. Alors, tu avais des vrais héros devant toi qui ont vraiment lutté de manière subversive, la manière la plus sophistiquée, des agents clandestins qui faisaient la liaison. Pour lui, c'était ça, la réalité de la confrontation. Hein. Alors, l'étudiant Anthony Flew va être chef de promotion. On ne parle pas avec n'importe qui, c'est le chef de promotion de sa génération. Alors, ses mérites académiques vont lui ouvrir les portes de la faculté de philosophie d'Oxford au niveau postsecondaire, parce qu'il avait fini notre équivalent du baccalauréat. Alors, il va se retrouver dans la philosophie de manière fortuite, parce que lui, il était plutôt vers la littérature, surtout la littérature antique. Alors, mais il va gagner parce qu'il y avait des choses qui le chatouillaient, hein, qui l'intriguaient. Alors, il a plongé dans le domaine de la philosophie un peu par hasard.
Alors, il s'agissait de l'investigation des phénomènes paranormaux. Pourquoi? Parce que ces phénomènes qui étaient vraiment inconnus à l'époque et qui commençaient à faire un peu de vagues autour d'elle, lui ont suscité la curiosité et surtout l'ont intrigué par rapport à ses convictions matérialistes. C'est pour cette raison que lui, il va plonger là-dedans pour voir les bases philosophiques des affirmations de ceux qui croyaient dans les phénomènes paranormaux. Okay? C'est pour cette raison que, en regardant un peu son ouvrage, j'ai passé un peu trop vite, ce sont les problèmes philosophiques de la parapsychologie. Alors, en regardant un peu son ouvrage, que lui, plus tard, il va caractériser ça comme un peu que c'était un peu de dilettantisme du début et que ça ne le représente pas nécessairement, mais cela a fait de lui quelqu'un qui était un bon candidat, par exemple, pour un poste probatoire au collège de Christ Church à Oxford, parce qu'on voyait en lui une personne qui avait du potentiel. Alors, son chef de doctorat, de sa thèse, était un professeur qui était l'adepte d'un principe assez simple. Et ce principe a été énoncé par Socrate, qui disait « Nous devrons suivre l'argument là où il nous conduit ». Donc, peu importe, si l'argument est valide, on s'en va avec lui jusqu'à où il nous conduit. Ça va être un principe marquant pour Antony Flew. Oui, parce qu'Antony Flew, il va juger ça comme digne de devenir son motto de la vie. Je dois suivre l'argument là où il me conduit. Alors, où est-ce que l'argument le conduit? Puis, c'est surtout ce qu'il a appris, ce qui l'a aidé à gagner le respect des gens, c'est que l'application de ce principe socratique, c'est de rencontrer personnellement celui qui fait l'objection à tes affirmations pour tenter tout d'abord de résoudre les différends ensemble, si c'est possible. Le fait de répondre à des critiques, à des arguments qui viennent en contre-argumentaire à ce que tu dis, le fait de répondre, de prendre le temps, montrer du respect, et cela a fait en sorte que tout le monde avait du respect pour lui. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était peu importe qui fait l'argument. Si l'argument avait une base logique qui se tenait debout, ça méritait sa réponse. Alors, ce n'était pas nécessairement qui était, mais qu'est-ce que tu disais? Quel était ton argument? C'est fabuleux ça pour un monde académique qui est de plus en plus éloigné dans son tour d'ivoire. On peut aussi penser à, par exemple, Dostoïevski, qui considérait les principes de Nietzsche ou essayait de balancer le théisme et les principes de Nietzsche dans ses écrits. Et justement, c'est quelque chose de très, très important chez les philosophes, chez les gens qui pensent beaucoup par rapport à ces principes, de confronter directement les arguments, les pousser au bout et donc avancer leur propre raisonnement. Oui, d'accord. Ce que je trouve intéressant par jusqu'ici, c'est que la critique, bon, en fin de vie, il a changé d'idée et tout ça. Nous, en première vue, je ne savais pas c'était qui Antony Flew. Alors, on peut dire, ben, peut-être c'est valide leur argument. Et puis, jusqu'à maintenant, on a utilisé le mot respect, on a utilisé le mot balancer. On a vu l'expérience de vie d'Antony Flew, qui d'abord a eu le courage de changer d'opinion par rapport à sa famille dans laquelle il est né. Ensuite, une expérience de vie qui est tout à fait remarquable, variée. Va avoir gravir des échelons, avoir une rigueur au niveau intellectuel qui va être recherchée. Donc, jusqu'à maintenant, on voit que le bonhomme, c'est pas n'importe qui. Oui, on s'entend. Il a mérité amplement toutes ses positions. Alors, pour revenir au principe de Socrate, depuis pas longtemps, pendant que lui, il était dans un poste probatoire, on avait un club qui venait de prendre un peu de se former, qui est le club socratique d'Oxford. Et c'était le même principe fondateur. Présentons les arguments et ayons le courage de suivre les conclusions des argumentaires jusqu'au bout. Alors, voilà, on connaît cette image des célèbres films de Harry Potter. Donc, c'était ici le lieu des rassemblements, ce n'était pas Harry Potter, c'était des vrais philosophes
penseurs, des intellectuels de haut niveau qui se rassemblaient pour discuter des arguments. On avait des gens qui présentaient de manière libre ou bien surtout des lectures, des articles. Ensuite, on débattait ça. Puis c'était le champ des confrontations, surtout entre les idées athées et chrétiennes. Et le fondateur, c'est nul autre que le célèbre apologiste chrétien C.S. Lewis, que certains peut-être le connaissent. Donc c'est lui qui a fondé ça, puis il a été quand même longtemps le président. Alors, Anthony Flew, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la lecture de son article, qui est devenu déjà mythique à travers le temps, pour les athées surtout, qui s'appelle « La théologie et falsification », où il s'attaque au concept de la religion. Alors, pour ce faire, il va utiliser une parabole. Il disait, deux amis se promènent dans une forêt, ils arrivent dans une zone où il n'y a pas des arbres, puis là, il y a une espèce de choses qui semblent plutôt à un jardin. Alors, l'un affirme qu'il ne s'agit pas d'un jardin, car il ne semble pas y avoir un jardinier. Son ami dit le contraire. Ben non, voyons, il s'agit quand même d'un jardinier. Alors, pour déterminer s'il existe ou non un jardinier, ils vont isoler un peu l'endroit et ils vont surveiller ça de manière à voir si un jardinier pourrait venir en cachette pour soigner son jardin. Alors, ça c'est la parabole. Alors, la discussion se poursuit entre eux parce que celui qui ne croyait pas à l'existence d'un jardinier va poser une question à celui qui affirme que ce jardinier est invisible, qu'il n'a pas un corps matériel, qu'on ne le voit pas, qu'on ne l'entend pas, et ainsi de suite. Il dit, mais à quoi donc ce jardinier dont tu parles est différent d'un jardinier qui n'existe pas, si on ne le voit pas? S'il est invisible, s'il n'a pas un corps matériel, à quoi donc il est différent de quelqu'un qui n'existe pas? Alors, ensuite, il va déclencher une attaque avec tous ses canons, avec toute sa force, parce que selon lui, les déclarations les déclarations des théologiens n'avaient aucun sens. Pourquoi? Parce que selon lui, ça c'est une expression plutôt philosophique, on constate l'échec et la fin de ces 1000 qualifications qui qualifient d'une manière ou d'une autre la divinité. Pourquoi? Parce que dans la manière que lui il voyait les choses, les qualifications par lesquelles les théologiens expliquaient un peu Dieu n'indiquaient pas quelque chose de tangible. Donc, si ce n'est pas tangible, ce n'est pas réel. Maintenant, il faut comprendre le contexte. Pour quelle raison il a le courage de se positionner de telle manière? Et pour comprendre, on doit comprendre un peu le contexte historique, la philosophie du moment. Donc, juste pour revenir sur ce concept-là, c'est le fait que la divinité est décrite par des concepts qui ne sont pas tangibles, et c'est ça qui prouve en quelque sorte l'inexistence. Oui, parce que les choses qui existent doivent être forcément tangibles. Et pour quelle raison il pense ça? Voilà, il s'agit du positivisme logique. À partir des années 1920, on parle vraiment d'une période noire pour le théisme, à cause de ce genre de pensée. Pourquoi? Parce qu'une affirmation est vraie ou fausse. Comment est-ce qu'on sait si elle est vraie ou fausse? Parce que si et seulement si on peut la vérifier par des observations empiriques. Donc le positivisme, ils sont tout d'abord des empiricistes. Ceux qui disent si on ne peut pas détecter une chose de manière empirique, il n'existe forcément pas. Donc pour aller investiguer un peu ce que les positivistes disaient, ce qui était en vogue, c'était à la mode, c'était vraiment la façon à appliquer la science, à voir toutes choses. Ce qu'ils pensaient, c'est que la métaphysique, la religion, l'éthique, l'esthétique ne sont ni vraies ni fausses. Pour quelle raison? On ne peut pas les démontrer à la manière scientifique, pas tout le temps. Même l'athéisme était touché. Pour quelle raison? Cela a fâché beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas dire que Dieu existe ou n'existe pas, on ne peut pas être ni athée ni théiste.
parce qu'on n'a pas de moyens de démontrer ça. Alors, tu peux être ni croyant ni incroyant. On a eu des opposants. Okay? Un de eux, c'est Albert Einstein. Puis, parce qu'on lui a posé la question, êtes-vous un positiviste? Il dit, mais je ne suis pas un positiviste. Selon lui, le positivisme statue que les choses qu'on n'observe pas n'existent pas. Cette conception est scientifiquement indéfendable. Ça veut dire, ça ne se peut pas du point de vue scientifique que cette affirmation soit vraie. Car il est impossible de faire des affirmations valides sur ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas observer. Si quelqu'un dit que seulement ce qu'on observe existe, cela est évidemment faux. Imaginez la théorie des ondes électromagnétiques. On n'a jamais observé ça jusqu'au moment où on a eu les bases, les conceptuels et l'instrumentaire pour les détecter. Ça existait quand même. Est-ce qu'avant, il n'existait pas et maintenant, cela existait? C'est faux. Donc, il y a toutes sortes de fissures dans, dans cette base conceptuelle qui a fait en sorte que, finalement, le positivisme logique va faire l'implosion vers la fin. Donc, il y a ensuite un post-positivisme. Alors, c'est juste pour vous dire que dans ce contexte, Antony Flew va déclarer, sans avoir aucun problème, devant une intellectualité qui baignait dans le positivisme, et ils vont le dire, ça n'indique rien de tangible, donc ça n'existe pas. Quoique des gens comme Albert Einstein pensaient le contraire, mais on s'en fichait. C'est un gagnant de prix Nobel, regarde les autres qui pensent comme nous. Donc. Bon, le fait qu'il a publié cet article a eu un effet paradoxal, parce qu'il a marqué le début du positivisme logique, qui disait que tu ne peux pas être ni athée ni croyant. Alors, le fait d'avoir le courage d'ouvrir le débat a mis un peu dans les cordes l'interdiction qui était dans le monde académique de discuter des choses comme la métaphysique, l'existence ou l'inexistence de Dieu, des affaires qui touchent à des choses qui sont un peu non tangibles. Et ça c'est un effet subtil qu'on ne peut pas calculer à long terme, mais c'était une des choses qui a sapé l'hégémonie de positivisme logique et qui a fait en sorte qu'une nouvelle génération fait les choses selon sa façon. Voilà. Alors, le fait d'avoir lancé des défis à des théistes vont forcer un peu les théistes à sortir de leur mutisme, de leur silence, pour commencer à élaborer des concepts qui peuvent faire face à des affirmations théistes. Donc, le fait de mettre au défi les théistes a aidé Antony Flew à devenir théiste. C'est paradoxal. Oui. Surtout parce que les débats étaient calmes. Okay? On discutait les arguments, pas les personnes. Alors, de sorte que vers les années 80, une revue aussi célèbre que Time va publier un article qui va dire, dans une révolution tranquille, c'est la citation, de la pensée et de l'argumentaire, difficilement prévisible il y a seulement 2 décennies, Dieu fait son retour. Le plus intriguant, c'est que cela arrive dans les cercles des intellectuels raffinés, des philosophes académiciens. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont changé dans la base conceptuelle de l'athéisme. Alors, on le présente un peu en tant que prof d'université. Tout d'abord, il a commencé en Écosse, à Aberdeen. Après ça, il va être à North Staffordshire, corrigez-moi si je me trompe, c'est dans le Royaume-Uni. Alors, il va être aussi prof à Calgary, en Alberta, à Reading, de nouveau en Angleterre. Ensuite, à nouveau au Canada, dans l'université York, pour finir en beauté aux États-Unis. Sa carrière. Donc c'est quelqu'un qui a visité beaucoup d'universités en tant que lecteur bien apprécié. Alors
les souvenirs de ces étudiants, si vous remarquez un peu les mémoires des gens qui ont donné leur témoignage lors de ces funérailles, c'est que c'est toujours imprégné par une belle mémoire d'un professeur qui s'intéressait à leur cheminement, était généreux et tolérant. Donc ce n'était pas quelqu'un à la Dawkins, là. Ne vous imaginez pas qu'il vous comblait de ridicule de haut jusqu'en bas juste parce que vous êtes de notre avis que lui. Il était tolérant, il discutait juste les arguments. Bon. Ici, on parle d'un ouvrage qui est vraiment un ouvrage phare de sa philosophie. Publié en 1966, l'ouvrage parle, dans le fond, il fait des affirmations systématiques contre le théisme, contre la consistance, l'applicabilité, la légitimité de tout concept qui a à faire avec Dieu. Donc, il s'attaque de manière systématique. Donc, le bombardement est au mètre carré, si vous voulez, en image de guerre. Il s'attaque aux arguments de la théologie naturelle. Je vais juste vous dire que la théologie naturelle essaye de prouver l'existence de Dieu à la manière de dessins intelligents, mais aussi à la manière des arguments philosophiques. Comme on a vu tantôt, l'argument de Thomas d'Aquin, c'était un des arguments. Je t'ai vu tantôt quand tu as parlé de son rôle dans l'armée au niveau du décodage des codes des ennemis. Tu as insisté sur ce point-là parce que c'est comme un pattern qui revient. Oui. Alors, l'idée d'aller au fond des choses, de connaître les choses de manière exacte pour prendre entre les mâchoires des phalanges dans ses attaques l'adversaire, c'était un objectif qui était à faire. C'est absolument. Alors, il ne laissait pas aucune possibilité de s'en sortir, l'adversaire. Donc, Pita, tout ça s'est fait dans une suite cohérente. Ça veut dire qu'il s'attaque à la théologie naturelle, il s'attaque aussi à la nécessité logique d'une révélation divine. Il va analyser la notion d'explication, d'ordre et de but par rapport à ce que les théistes essayent de faire. Parce que ce sont les arguments de prédilection des théistes en disant, voilà, on a un ordre, on a un but dans la nature, il va s'attaquer à ça, il va tout démonter dans des petits morceaux pour dire que ça ne tient pas debout. Donc on parle d'un ouvrage qui est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu de cette manière, de cette envergure jusqu'à cette date. C'est un ouvrage de nouvelle génération. C'est un type, comme je disais tantôt, d'armement jamais utilisé auparavant, de cette manière, à cette échelle, avec cet aplomb. Mais fait de manière calme, à l'anglais, un peu phlegmatique. Alors, cette philosophie sera inspirée de la philosophie de Hume. Donc, pourquoi? Parce que le philosophe Hume, sa cible était l'argument moral, qui disait que si la moralité est un fait objectif, si la moralité existe de manière objective, elle existe tout simplement. Tout le monde baigne dans un océan de moralité. On est tous connectés à ça. On a tous des notions de bien et de mal. C'est quelque chose qui vient d'une source objective. C'est parce que ça nous lie tous. C'est parce qu'il devrait exister un Dieu, car c'est lui la source de la moralité. Donc, cet argument moral a été une de ses cibles, Tony Flew aussi. Pour démontrer que si la moralité n'est pas un fait objectif, alors la source de cette moralité, qui est Dieu, n'existe pas. Il a lancé 3 défis majeurs aux théistes. La première, comment est-ce qu'on identifie Dieu? Si vous n'avez pas de qualifications qui sont tangibles, alors ça reste quoi de ce Dieu, de votre Dieu? Comment est-ce qu'on le voit? Pourquoi? Alors, comment des termes positifs et négatifs peuvent être appliqués à Dieu? Par exemple, c'est un terme bizarre pour les positivismes incorporels. C'est un être qui n'a pas de corps. Est-ce que ça a du sens? Donc,
comment expliquer l'incohérence des caractéristiques définitoires de Dieu à la lumière de faits qui sont irréfutables? Parce qu'on a un univers qui est plein de maux, les choses vont vraiment mal, et cela doit être réconcilié avec l'existence de Dieu qui est à la fois omnipotent, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut, et bon, s'il peut faire ce qu'il veut, est-ce qu'il peut être bon si ce genre de trucs nous arrive? Mais s'il est quand même bon, est-ce qu'il peut être omnipotent s'il est incapable de régler ça? Vous voyez? Alors, ce genre de choses qui vont faire partie de sa philosophie, parce que identifier Dieu, c'est à la fois très facile et très difficile. Pourquoi? Dieu devrait être normalement séparable et séparé de l'univers qu'il a créé, mais par contre, il reste toujours le même à travers le temps, puis qui n'est pas anodin, c'est en dehors du temps. Ouais. Parce que le temps a été créé selon la création. Alors, le fait que le temps a été créé, lui, il existe en dehors du temps. Pourtant, on le constate qu'il existe à travers le temps. Comment est-ce qu'on explique ça? Ce sont déjà des arguments pour voir jusqu'où il est allé à chercher l'argumentaire. C'est pour ça qu'on n'a jamais construit de tels types d'arguments auparavant de cette manière systématique, parce qu'on a eu des brins de ce type d'argumentaire, mais ce n'était pas de manière systématique, ce n'était pas organisé. Exactement. OK, comment ça se fait que ce Dieu est tout en restant à travers le temps et en dehors du temps, il est actif à travers le temps de l'univers? C'était des choses qui ne faisaient pas de sens au moment quand on s'approchait de lui. Alors, comment une personne peut ne pas avoir un corps et être présent en même temps partout dans notre univers? Tout en n'ayant pas un corps. Expliquez-moi ça. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Oui, qui avaient l'air légitimes, mais la cible était de démontrer la manque de consistance intellectuelle de l'argumentaire théiste. Ouais. Alors, les théistes ont commencé à prendre position en disant, écoute, on parle de ce monsieur, Copleston, qui était un historien de la philosophie très respecté, une figure de l'Église. Il dit que selon lui, il ne croit pas justifiable que la pensée humaine puisse, punaiser, ça veut dire mettre en punaise la notion de Dieu comme si on a un papillon qu'on l'expose dans une vitrine. La notion de Dieu, puis nous et notre pensée humaine, ce sont des choses qui ne sont pas une bagatelle. Alors là, si on commence à trivialiser, on commence à tirer un Dieu qui est vraiment, qui a une partie de mystère pour nous, et de le tirer avec nous autres dans notre quotidien pour le définir à la manière que ce soit intelligible pour nous, est-ce que c'est justifié? C'est comme on peut demander à une brebis de se pencher sur les principes de fonctionnement d'une locomotive. Pas sûr qu'on parle au même niveau. On n'est pas. Donc c'est un peu ça quand on se rapproche de la divinité. C'est un peu l'esprit de la critique de Copleston. Ok, un autre ouvrage qui est paru 10 ans plus tard, c'est La présomption de l'athéisme. Ici, il affirme que le fardeau de la preuve que Dieu existe doit incomber aux théistes. Pour quelle raison? Il va citer un principe qui existait dans la jurisprudence. Non, ce n'est pas la jurisprudence, c'est surtout dans la législation romaine antique, qui disait que le fardeau de la preuve revient à celui qui fait l'affirmation et non pas à celui qui nie. Bon, vous avez ça en latin, mais ce n'est pas pour faire le grand connaissance de latin. Mais on aimerait t'entendre quand même. Oui, c'est « E incumbit probatio qui dicit, non qui negat ». Oh, ben la blague s'est retournée contre moi. Hein? Oui, c'est ça.
Donc l'idée, c'est que vous faites une affirmation, c'est à vous de prouver, pas à nous qui dit que ce n'est pas vrai. Alors faites la preuve. Donc sur ce principe, il a dit, ça appartient à ceux qui disent que Dieu existe et non pas à ceux qui disent que Dieu n'existe pas, de fournir la preuve. Et que toute discussion devrait commencer par la présomption que Dieu n'existe pas. Alors c'est à vous de dire comment ça se fait qu'un Dieu qui n'existe pas, il existe quand même. Okay? Alors, maintenant, on a eu des réactions à ce genre de propos. Puis un monsieur qui est un agnostique, il dit, c'est pas, on ne doit pas commencer par la présomption d'athéisme, mais plutôt par la présomption d'agnosticisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit présumer qu'on ne sait pas si Dieu existe ou non. Pourquoi? Parce que et l'une et l'autre, c'est une affirmation. L'une affirme que Dieu n'existe pas, tandis que l'autre affirme que Dieu existe. Ils font des affirmations et les unes les autres. Tandis que l'agnostique, il ne sait pas, lui. OK? C'est sûr qu'il va continuer en disant, si un élève se présente devant l'examinateur puis dit qu'il ne sait pas, ce n'est pas un mérite, il a poché l'examen. C'est pas un mérite, mais au moins, faites-moi comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de dire et l'une et l'autre. On doit commencer avec ça. Ça, c'est la première critique qui était vraiment vachement pertinente. Ouais. Okay? Ce monsieur, qui ont de mes amis, j'aime bien le nommer mon ami, on est bien sur Facebook. Il s'appelle Anthony Howard. Il s'en prend un peu à cette présomption de l'athéisme en nous donnant un exemple. Disons que l'argumentaire d'Anthony Flew est vraiment quelque chose d'où on devrait démontrer l'existence ou l'inexistence de Dieu. Maintenant, imaginez une chose. Les amis de la parabole d'Anthony Flew qui se promènent sont dans une forêt qui est un peu comme ça. Là, ce n'est pas tout à fait évident qu'il s'agit d'un jardin. Alors, à qui appartient donc la preuve pour démontrer que ce jardin a un jardinier? À celui qui dit qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Alors, il est évident que celui qui dit qu'un jardinier existe peut expliquer comment ça se fait que ce genre de truc est nécessairement un jardin et que quelqu'un s'est occupé pour que ça aille l'air de ça. Par contre, si le jardin, c'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait plus élaboré, on voit bien une intervention dedans, à qui appartient le fardeau de la preuve? À celui qui affirme que le jardinier existe ou celui qui affirme que ça c'est l'œuvre de la nature, de Lazare? Oui. Alors il est évident que dans cette situation, le fardeau de la preuve revient à celui qui dit qu'un jardinier n'existe pas. Exact. Le problème, c'est que notre univers et la compréhension de notre univers ressemblent de plus en plus à un jardin comme ça, comme ici. Alors le fardeau de la preuve ne revient pas à ce moment-ci. Je ne sais pas si c'est un parallèle qui est adéquat, mais dans la présentation que tu nous avais faite, tu avais parlé des répétitions dans, par exemple, ce qu'on pouvait observer comme une dans le flagelle de la bactérie, on peut observer de plus en plus plusieurs exemples de complexité irréductible qui donnent l'impression justement que le monde ressemble à un jardin extrêmement élaboré. OK. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt ceux qui affirment qu'il n'existe pas un jardinier de cet univers. Le jardin de cet univers n'a pas un jardinier. Mais comment ça se fait qu'un jardin aussi élaboré n'a pas un jardinier? Ce n'est pas celui qui dit qu'il existe quand même. Ce n'est pas lui d'apporter la preuve, parce que la preuve est tellement intuitive, tellement évidente, qu'il n'a pas besoin de faire un argument. Donc, moi, j'aimais beaucoup l'argument de mon ami Anthony Howard qui match un peu avec la nouvelle réalité de la perception scientifique de nos jours. Un autre qui va laisser une empreinte dans l'esprit d'Anthony Flew concernant l'argument que c'est à celui qui fait l'affirmation que Dieu existe d'apporter la preuve. Monsieur McHenry, ce philosophe, va dire qu'il est tout à fait naturel pour les êtres humains de croire en l'existence de Dieu à cause de l'ordre, de l'arrangement. On a vu tout à l'heure le jardin,
bien arrangé, le caractère obéissant à des lois, des différents événements dans l'univers, et que l'idée de Dieu est quasiment innée chez les humains, ce qui est l'argument de première instance contre les athées, contre l'athéisme. Alors, le fardeau de la preuve reviendra plutôt aux athées pour justifier leur position. Maintenant, on présente un peu Antony Flew avec ses domaines d'intérêt et on s'attaque un peu à l'idée que Antony Flew a changé d'idée toute sa vie a été un athée, puis tout d'un coup il change d'idée, voyons. Est-ce que Antony Flew n'a jamais changé d'idée? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive juste à cause de la perte d'autonomie intellectuelle? C'est ce qu'on va essayer de répondre. Tout d'abord, aussi choquant que ce soit, à l'âge de la puberté, il va trouver savoureux l'idée du communisme. Cette idée selon laquelle il doit y avoir une imposition de manque de propriété. Personne ne devrait avoir une propriété. Pourquoi? Parce que c'est la source de tous les maux. Regardez la différence, l'écart qui existe entre les riches et les pauvres. Tout le monde doit avoir accès à ce qui est nécessaire pour l'existence. Il faut faire une justice dans ce monde. Ça ne se peut pas qu'on y va à l'infini comme ça. On doit évoluer. On doit aller dans le sens du progrès. Alors il va être à quatre pattes devant ces genres d'idées. C'est sûr, quand on regarde tout ce qui est écrit là, en ce moment, c'est quand même intéressant. Là. Oui. Je peux comprendre qu'il était attiré vers ça. Oui, il a fait un passage. Moi, by the way, je suis natif de Roumanie et le communisme était encore bel et bien vivant pendant mon adolescence et je peux vous témoigner qu'il s'agit nulle part donc, ce qu'on a vécu, notre réalité dans le communisme était loin des idéaux que les communistes propageaient partout. Comme qui est écrit là en ce moment. Là. Non, ce n'est pas vrai ce qu'on avait, la tolérance, la dignité, l'éducation. Non, ce n'est pas vrai qu'on a vécu ça en tant qu'usager du communisme. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, il va faire un passage. En 1939, le Parti communiste britannique percevait le nazisme comme l'allié légitime des Britanniques. Pour quelle raison? Pour la simple raison que les Russes, à ce moment-là, les Soviétiques, avaient un pacte de non-agression avec les Allemands nazis. Alors ils disaient, voilà, des bons alliés, les nazis. Les choses vont changer au moment quand le Parti communiste britannique va traiter le nazisme d'impérialisme. Pourquoi? Parce que l'Allemagne trahit le pacte avec les Soviétiques et ils vont envahir l'Union soviétique. Tout d'un coup, on change d'idée. Puis Antony Flew a dit, attends un peu, comment est-ce qu'on change du jour au lendemain des alliés naturels à des impérialismes méchants puis, qui doivent disparaître de la scène de l'histoire? Tout d'un coup, comme ça. C'est quoi cette histoire? Ces genres d'incohérences vont nous laisser un goût amer. Il va commencer un peu à questionner les fonds des choses. Alors, il va commencer par questionner le fait que l'évolution biologique, l'évolution darwinienne, puisse être combinée avec le marxisme. Il dit, c'est pas vrai que les lois universelles conduisent vers un développement continu, même si elles devront passer par une guerre des classes. C'est pas vrai ça. Et il a renoncé à cette idée marxiste. Il va réfuter systématiquement l'idée que le progrès amène nécessairement des bonnes choses et que le progrès, l'évolution biologique a quelque chose à voir avec le marxisme. Donc, il s'est opposé farouchement contre l'utilisation de la théorie darwinienne comme garantie pour le progrès humain. Et il dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on doit passer par le darwinisme social. Ça, c'est pas vrai. On est en train de voir, justement, tu as mentionné ici, est-ce que c'était quelque chose qu'il avait déjà fait, Antony Flew, de changer d'idée sur quelque chose? Et puis là, on vient de voir, parmi les exemples que tu cites,
que d'abord, quand il suit l'argument là où il mène, oui, il suit les fruits de son réflexion. C'est arrivé qu'il change. le changement de la politique communiste va lui laisser un goût amer, de sorte qu'il va commencer à s'attaquer plus rigoureusement à la base conceptuelle de l'argumentaire. Alors il va voir qu'on se servait beaucoup de l'idée de progrès et le fait qu'on mettait ça, on donnait comme exemple l'évolution darwinienne. Lui, il s'est attaqué à ça, il a dit non, c'est pas vrai. Tout d'abord, tout le communisme, toute l'idée du communisme est une illusion. Alors, il est devenu de marxiste qu'il était, il est devenu autre chose. Okay. Je pense que les gens, la culture populaire de nos jours témoigne de ça un peu, qu'il y a vraiment eu un avènement de la technocratie comme philosophie, dans le sens où le progrès était nécessairement la bonne chose. Et on a vu à travers toutes sortes d'exemples technologiques autour de nous que ce n'était pas vrai. Ils se fondent un peu dans ce mouvement-là de recul et de prise de conscience. Oui, que le progrès amène toujours des choses nécessairement bonnes. Un vrai intellectuel de gauche, comme Antony Flew, a commencé à douter de ça. Alors il a changé d'idée. Ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'en 1961, il va publier un livre qui s'appelle Hume, sa philosophie et ses croyances. Un livre qui a été très bien reçu. Il est devenu un spécialiste dans la philosophie de Hume, un ouvrage de référence pour ceux qui veulent se pencher sur qui était Hume, qu'est-ce qu'il a dit, et à quoi ça sert sa philosophie de nos jours. Hein? Alors, la critique de spécialité est tombée à quatre pattes devant ça. Ils vont faire des éloges. Ce qui est bizarre, c'est qu'au fil du temps, Antony Flew commence à prendre ses distances par rapport à Hume. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que David Hume ne croyait pas à l'existence des facteurs causaux. Ça veut dire, il disait, c'est pas vrai qu'il existe un lien entre une cause et un effet. Ça, c'est un défaut de notre intellect. C'est pas vrai. Et ce genre d'arguments que Hume apportait, Antony Flew a commencé à les voir de plus en plus scientifiquement intenables, parce qu'il est évident dans la science qu'on a des liens entre la cause et l'effet. Alors, Hume pensait qu'il n'existe pas de cause et d'effet, et que c'est le défaut de notre pensée, et qu'il n'est pas possible d'arriver à une connaissance objective sur notre monde. Notre monde, ce n'est pas quelque chose qu'on va être capable de comprendre un jour. Alors, il a observé que Hume, il a abandonné toute recherche, peu importe quel genre de recherche, au moment quand il est arrivé à ce genre d'attitude sceptique. Donc, il était de moins en moins en admiration avec Flew, et il a commencé à se poser des questions. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à revoir ses positions athées. Parce que l'athéisme, une fois de temps en temps, va avoir une espèce de concubinage avec ce type de pensée, en disant, notre univers, par exemple, je donne un exemple, notre univers n'a pas besoin d'une cause. Aussi simple que ça. C'est nous qui sommes obsédés de la nécessité d'une cause. Eh bien, les choses arrivent sans cause. Donc, voilà, lui, il a commencé à voir tout de suite qu'il y a un manque de cohérence ici. Il a commencé à dire, mais comment est-ce qu'on s'arrange avec ça? Voilà, on s'approche de la fin. Ce qui l'a aidé beaucoup... Fin de la première partie. Oui, de la fin de la première partie. Ouais. Ce qui l'a aidé beaucoup, c'est cette madame, qui est une philosophe très réputée, très appréciée dans le monde britannique. C'est Madame Stebbing, Susan Stebbing. Elle s'est attaquée à l'idée néo-berkeleyen, au idéaliste, qui soutient que l'esprit humain c'est responsable de la perception de la réalité et que c'est un peu notre esprit qui façonne la manière dont nous on voit les choses. C'est ce qui croient les idéalistes. Alors, pour le fait que lui, il était de moins en moins en admiration pour David Hume, il a
penchait plus, il était plus tenté à écouter ce que cette madame disait, Stebbing. Puis il a commencé à nouveau à dire, voilà, cette idée que nous façonnons la réalité à travers notre perception est scientifiquement impensable. Pourquoi? Parce que si la perception ne donne pas une connaissance immédiate d'un objet, alors on ne peut pas parler d'une perception réelle et finalement, on ne peut pas non plus parler d'une véritable observation scientifique. Et si la science n'a pas de base dans l'univers des perceptions, alors on ne peut pas faire, on ne peut pas opérer quelque chose qui dépend autant de notre perception comme c'est le cas de la science. Alors pour cette raison, pour le fait que lui, il était un adepte du fait que la science est l'étalon de nos jours, il a dit forcément je dois faire un choix. Et ce n'était pas Hume qui était dans ces choix, c'était la science. Alors voilà pour la première partie. Merci beaucoup, Daniel, pour cette première partie de la présentation. Alors, comme Daniel vient de le mentionner, il y a une deuxième partie. On est à justement suivre la progression du cheminement qui a mené Antony Flew de laisser l'athéisme pour le théisme. Donc, ne manquez pas la deuxième partie. Et d'abord, peut-être un petit aperçu bref de ce qui s'en vient. Oui, c'est pas vrai qu'Antony Flew n'a jamais changé d'idée. D'ailleurs, ce qu'il était en train de nous dire dans son dernier livre, c'est que les changements d'idées, c'était le quotidien d'Antony Flew. Il changeait assez souvent. Alors, pour quelle raison? Simple. Il suivait l'argument là où il menait. Alors, si l'argument, donc en suivant l'argument, il s'apercevait que l'argument a des fissures, il l'abandonnait tout simplement comme étant, pour le fait qu'il manquait de confiance dans ce type d'argumentaire, il avait des fissures. Alors il changeait assez souvent. Puis on a déjà vu quelques exemples, on va passer vite à travers d'autres pour s'en aller plus loin, là où les choses deviennent de plus en plus cruciales et intéressantes. Merci beaucoup. Alors, Daniel Capitanou, Marc Vicuna, Sébastien Roy-Lavallée et moi-même, votre animateur, Chani Roy. Et c'était la première partie de cette présentation. Donc, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Patreon. Vous savez partout où ça se passe. Et vous écoutez Sans détour sur la chaîne Vers Jésus. Merci d'être là.